Coucou les quatrièmes, donc je vous avais donné des questions sur la réponse de Monsieur Germain à Albert Camus. Je vous avais demandé notamment de commenter les formules de politesse. Donc on a mon cher petit au début, donc, qui correspond au rapport qu'ils entretiennent, hein, puisque lui, Camus reste son ancien élève et reste donc pour lui encore un petit garçon. Hein. Et à la fin, Madame Germain et moi vous embrassons tous quatre bien fort, affectueusement à tous. J'avais expliqué dans la lettre de Camus qu'ils ont développé un rapport amical et ils se connaissent très très bien puisque il s'adresse à lui, à son épouse et à ses deux enfants. Voilà pour les formules de politesse. Les qualités d'Albert Camus. Alors c'est quelqu'un de très très pudique, hein, quelqu'un de simple et quelqu'un de direct et quelqu'un qui est plein de bonté. Hein. Tout ça c'est ce qu'a remarqué Monsieur Germain. Donc on voit que c'est effectivement une belle personne. Et quant à la mission de l'enseignant, hein, pour lui, un enseignant doit chercher à très bien connaître ses élèves, hein, même si ceux-ci ne parlent pas, par exemple, hein, par une réponse, par un geste ou même par une attitude. Hein. Et pour lui, c'est absolument la mission de l'enseignant. Donc très 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 attentif et bien cerner le public auquel il s'adresse. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur Albert Camus, j'ai sélectionné quelques passages de son roman autobiographique qui s'appelle Le Premier Homme, roman posthume, paru à titre posthume, hein, puisque c'est-à-dire après sa mort, puisque quand Albert Camus a eu son accident avec son éditeur, il avait sur lui le manuscrit du Premier Homme, c'est-à-dire ce qu'il avait écrit à la main, hein, un manuscrit. Et donc, il venait d'écrire son autobiographie, c'est-à-dire l'histoire de sa propre vie. Donc, je vous avais parlé de son extrême pauvreté. Alors, notamment ici, dans un passage où il parle d'un moment où il va se baigner avec ses amis, puisqu'il a grandi en Algérie. Et il explique que, je lis, « Tous les jours à la saison, un marchand de frites activait son fourneau. La plupart du temps, le petit groupe n'avait même pas l'argent d'un cornet. Si par hasard l'un d'entre eux avait la pièce nécessaire, il achetait son cornet, avançait gravement vers la plage, suivi du cortège respectueux des camarades, et devant la mer, à l'ombre d'une vieille barque démantibulée, plantant ses pieds dans le sable, il se laissait tomber sur les fesses, portant d'une main son cornet bien vertical, et le couvrant de l'autre pour ne perdre aucun des gros flocons croustillants. L'usage était alors qu'il offrit une frite à chacun des camarades, qui savourait religieusement l'unique friandise chaude et parfumée d'huile forte qu'il leur laissait. Puis il regardait le favorisé, qui, gravement, savourait une à une le restant des frites. Au fond du paquet restaient toujours des débris de frites. On suppliait le repu de bien vouloir les partager. Et la plupart du temps, sauf s'il s'agissait de gens, il dépliait le papier gras, étalait les miettes de frites et autorisait chacun à se servir tour à tour d'une miette. Il fallait simplement une poire pour décider qui attaquerait le premier et pourrait par conséquent prendre la plus grosse miette. Etc., etc. Donc vous voyez que pour eux, un cornet de frites, c'était un grand luxe et qu'il ne fallait rien en perdre et qu'on mangeait jusqu'aux dernières miettes. C'était vraiment une grande, grande misère. Ce sont également des enfants qui sont très souvent punis avec grande sévérité et très souvent frappés. Et là, à l'issue de cette baignade, ils sont restés un peu tard et ils se dépêchent tous de rentrer en craignant une correction. Et c'est ce qui va arriver à Albert Camus, qui se faisait régulièrement frapper, non pas par sa mère, qui était quelqu'un de très doux, mais par sa terrible grand-mère, qui était quelqu'un de très très sévère. Alors, il entrait. Autour de la table, sous la lumière ronde de la lampe à pétrole, l'oncle, à demi-muet, continuait d'aspirer bruyamment sa soupe. Sa mère, encore jeune, les cheveux abondants et bruns, le regardait de son beau regard doux. Tu sais bien comment c'est-elle, mais droite dans sa robe noire, la bouche ferme, les yeux clairs et sévères. La grand-mère, dont il ne voyait que le dos, coupait sa fille. « D'où viens-tu » disait-elle. Pierre m'a montré le devoir de calcul. La grand-mère se levait et s'approchait de lui. Elle reniflait ses cheveux, puis lui passait sa main sur les chevilles encore pleines de sable. « Tu viens de la plage. » « Alors, t'es un menteur » articulait l'oncle. Mais la grand-mère passait derrière lui, prenait derrière la porte de la salle la cravache grossière dite nerf de bœuf, qui y pendait, et lui cinglait les jambes et les fesses de 3 ou 4 coups qui le brûlaient à hurler. Un peu plus tard, la bouche et la gorge pleines de larmes devant son assiette de soupe que l'oncle lui avait servie, il se tendait tout entier pour empêcher les larmes de déborder.
Et sa mère, après un rapide regard à la grand-mère, tournait vers lui le visage qu'il aimait tant. « Mange ta soupe, disait-elle, c'est fini, c'est fini. » C'est alors qu'il se mettait à pleurer. Une grande sévérité de sa grand-mère. Je voudrais vous lire aussi des passages dans lesquels il parle de Monsieur Germain, donc son instituteur. Hein, il évoque la façon dont se déroulaient les cours. Et on y voit à nouveau toutes les qualités et toute la reconnaissance qu'il vouait à cet homme. Alors, normalement, j'ai mis des croix au surligneur, mais évidemment, je ne les trouve pas. Alors, non, c'est pas là. Suspense. Ah, voilà. Alors, ensuite, c'était la classe avec Monsieur Germain. Cette classe était constamment intéressante pour la simple raison qu'il aimait passionnément son métier. Première évocation de son instituteur qui aimait passionnément son métier. Ensuite, l'école ne le fournissait pas seulement une évasion à la vie de famille. Dans la classe de Monsieur Germain, du moins, elle nourrissait en eux une faim plus essentielle encore à l'enfant qu'à l'homme, qui est la faim de la découverte. Dans les autres classes, on leur apprenait sans doute beaucoup de choses, mais un peu comme on gave les oies. On leur présentait une nourriture toute faite en les priant de bien vouloir l'avaler. Dans la classe de Monsieur Germain, pour la première fois, ils sentaient qu'ils existaient et qu'ils étaient l'objet de la plus haute considération. On les jugeait dignes de découvrir le monde. Et même leur maître ne se vouait pas seulement à leur apprendre ce qu'il était payé pour leur enseigner. Il les accueillait avec simplicité dans sa vie personnelle. Il la vivait avec eux, leur racontant son enfance, l'histoire d'enfants qu'il avait connus, leur exposait ses points de vue, non point ses idées, car il était par exemple anticlérical, c'est-à-dire contre la religion, comme beaucoup de ses confrères, et n'avait jamais eu en classe un seul mot contre la religion, ni contre rien de ce qui pouvait être l'objet d'un choix ou d'une conviction. Mais il n'en condamnait qu'avec plus de force ce qui ne souffrait pas de discussion, le vol, la délation, le fait de dénoncer les autres, ça vous rappelle quelqu'un, l'indélicatesse, la malpropreté. Et il leur parlait surtout de la guerre encore toute proche qu'il avait faite pendant 4 ans. Là, il s'agit de la Première Guerre mondiale. Alors, un peu plus loin justement, il explique qu'il lit un livre sur la guerre. Un jour, parvenu à la fin de l'année et à la fin du livre, M. Germain lut d'une voix plus sourde la mort du héros. Lorsqu'il referma le livre en silence, confronté avec son émotion et ses souvenirs, pour lever ensuite les yeux sur sa classe plongée dans la stupeur et le silence, il vit Jacques au premier rang. Jacques, c'est Albert Camus, il s'est donné un autre prénom. Qui le regardait fixement, le visage couvert de larmes, secoué de sanglots interminables qui semblaient ne devoir jamais s'arrêter. « Allons, petit, dit M. Germain d'une voix à peine perceptible. Et il se leva pour aller ranger son livre dans l'armoire, le dos à la classe. « Attends, petit, dit M. Germain. Il se leva péniblement, passa l'ongle de son index sur les barreaux de la cage de son canari. « Ah, Casimir, on a faim ?» on demanda son père. Et il se propulsa vers son petit bureau d'écolier au fond de la pièce, près de la cheminée. Il fourragea dans un tiroir, le referma, en ouvrit un autre et tira quelque chose. « Tiens, dit-il, c'est pour toi. » Albert reçut un livre couvert de papier brun d'épicerie et sans inscription sur la couverture. Avant même de l'ouvrir, il sut que c'était Les Croix de bois, un livre célèbre sur la guerre de 14 de Roland d'Orgelès. L'exemplaire même sur lequel M. Bernard faisait la lecture en classe. « Non, non, dit-il, c'est... » Il voulait dire « c'est trop beau ». Il ne trouvait pas de mots. M. Germain hochait sa vieille tête. « Tu as pleuré le dernier jour, tu te souviens. Depuis ce jour, ce livre t'appartient. » Et il se détourna pour cacher ses yeux soudain rougis. Il alla encore vers son bureau, puis ses mains derrière son dos, revint vers Albert et, brandissant sous son nez une courte et forte règle rouge, lui dit en riant. « Tu te souviens du sucre d'orge ?» Bon, ça, c'est une allusion à une règle qui sert à punir les élèves, parce qu'à l'époque, même M. Germain, qui est très gentil, frappait de temps en temps les élèves, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Bon, il racontera un peu plus loin qu'ensuite, il a revu M. Germain pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est à nouveau engagé, qui était donc quelqu'un d'exemplaire et de très très courageux. Enfin, donc on voit ici quelle importance a pu avoir M. Germain dans sa vie et toute la valeur que pouvait avoir ce livre sur la Première Guerre mondiale, ce livre qui avait ému Albert Camus, qui est un homme plein de bonté et d'humanité. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture du Premier Homme, alors peut-être pas tout de suite, c'est peut-être un petit peu difficile, mais on y découvre vraiment une très très belle personne, en la personne d'Albert Camus justement, qui, je ne vous le cache pas, est un de mes écrivains préférés. Voilà. Et bien aujourd'hui, pas de devoir, parce que après tout, c'est vrai que je vais quand même pas vous en donner plus que d'habitude, donc passez une bonne journée, profitez.